Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. On fait le bilan énergétique du Québec en 2025 et on jase des défis qui nous attendent. Hydro-Québec, évidemment, est au cœur de ça, mais il y a plein d'autres enjeux énergétiques. Comme toujours, vous le savez, si vous me suivez à l'animation, à l'occasion, j'aime toujours inviter mon bon ami Yvan Clich, qui est fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et un éminent spécialiste des marchés de l'énergie. Commençons par le commencement. J'ai genre 50 questions. On a 10 minutes, fait qu'on va essayer de faire au mieux. La première chose, évidemment, ça fait 3 ans là, que Hydro-Québec est aux prises avec ce qu'on appelle une faible hydraulicité. Il pleut pas ou il pleut pas assez. Ça commence à inquiéter certaines personnes, peut-être toi un peu. J'ai parlé à des gens chez Hydro, des météorologues, là, scientifiques, qui me disent « Ah, c'est cyclique, mais là, coudonc, ça fait 3 ans. Puis là, si ça continue l'année prochaine, à un moment donné, le cycle, il est long. » Ça va être quoi l'impact de tout ça, selon toi, Yvan, si ça se poursuit? Ben, c'est sûr que c'est notre carburant. Le principal risque d'Hydro-Québec, c'est le risque hydraulique. C'est pas le risque financier, etc. C'est pas un risque commercial. C'est un risque hydraulique parce que c'est le carburant qui tombe dans les réservoirs. Donc, c'est sûr qu'il faut de l'eau. Deux choses peut-être à mentionner, c'est tout aux 12 ans, on a toujours des problèmes de variation, de baisse là, de des apports en pluie, des apports en neige, des apports hydriques. Alors en général, c'est aux 12 ans et ces derniers temps, ça a été le cas. C'est à peu près aux 12 ans, on avait 1 ou 2 années. Si on rentre dans une 3e et une 4e année, là, on va rentrer un petit peu dans l'inédit et là, c'est sûr que ça va commencer un petit peu à inquiéter Hydro-Québec. La bonne nouvelle, c'est que Ouranos, le centre d'études là, sur les changements climatiques québécois, qui a une belle réputation, nous dit qu'on devrait avoir plus de précipitations avec les changements climatiques. Donc, quelque part, ça, c'est le côté rassurant, mais je dirais qu'à court terme, c'est sûr que ça pose certainement un petit peu d'anxiété Hydro-Québec, mais qui, par ailleurs, nous dit on a quand même plusieurs moyens de faire face à ça, notamment quand on va rajouter de la capacité éolienne. Quand tu prends le vent, ben tu n'utilises pas justement les réservoirs. Donc, ça va certainement aussi aider un petit peu dans l'équation. Il va falloir slacker sur en vendre aux Américains, à des entreprises. Pour des contrats à long terme. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Pour des contrats à long terme, je pense qu'Hydro-Québec est plus là. Là, on a le New York et Massachusetts. Pour les contrats court terme, ça compte pas parce qu'on souvent en été, on a quand même trop d'énergie. Donc là, pourquoi pas la valoriser? Mais pour des contrats à long terme, je pense que c'est effectivement la fin. Et puis c'est sûr que si on consomme mieux de l'énergie, ben, ça va faire en sorte qu'on utilise moins d'eau. C'est la clé. Ben, justement, je voulais t'en parler parce que là, Investissement Québec, Hydro-Québec, dit vouloir investir 200 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, là. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Et là, on parle d'augmenter les tarifs de 3%. Puis là, ça rue dans les brancards. Les Québécois sont fâchés. Est-ce que c'est légitime de chialer sur les prix quand on paye l'électricité la moins chère en Amérique du Nord? Ben écoutez, ça dépend toujours du point de vue qu'on a. C'est vrai que l'électricité au résidentiel au Québec est la moins chère. Elle est subventionnée parce qu'on paye 80%. Nous tous, là, les résidentiels, on paye 80% du coût que ça coûte à Hydro-Québec. Et le 20% est subventionné par des tarifs plus élevés au commercial et à l'institutionnel. Donc, il y a un interfinancement qui s'est un peu dégradé, c'est-à-dire on est passé de 88% du paiement de facture, c'est-à-dire de ce qu'on payait à environ 81%. Donc là, je pense qu'on est dans une zone un petit peu critique. Alors, si on investit davantage au cours des prochaines années, c'est sûr que ça va faire une pression sur le tarif résidentiel. Donc, c'est clair que ce 3% que M. Legault a instauré d'augmentation, de limite d'augmentation, quelque part économiquement, et tu es un économiste, en sais quelque chose, ça pourra pas tenir. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens là, tu sais, qui disent on n'arrive pas à joindre les deux bouts, la vie est chère, là, puis quasiment qui réclament la gratuité de l'énergie, tu sais, à un moment donné, je sais pas, comme j'ai l'impression qu'on moralise les gens, tu sais, qu'on se met là, comme dans nos postures d'économistes, mais il y a quand même des gens légitimement qui trouvent que l'énergie coûte cher au Québec, et il fait froid, tu sais, on est un peu obligé d'utiliser cette énergie-là, il y a pas tellement d'alternatives. C'est légitime parce que contrairement aux autres réseaux voisins, on a un caractère unique au Québec, on se chauffe à l'électricité. Puis le chauffage, c'est plus que 50% de la facture. On le voit cet hiver. Puis c'est pas élastique, là. S'il fait froid, faut que tu utilises ton électricité pour te chauffer. C'est une question de santé. Donc, c'est légitime, là, comme prétention. Mais sauf que peut-être que quelque part, là, il y a un compromis à trouver, justement, dans le fait qu'on paye
pas vraiment notre électricité chère. Si on augmente quand même un peu les prix, c'est clair qu'on va l'utiliser de manière plus judicieuse. Puis il y a également Hydro-Québec qui doit nous donner les moyens, les outils de consommer moins. Alors, il devrait y avoir au cours des prochaines années, en plus du programme ILOD, qui est une application, différents moyens qui vous devraient permettre à la clientèle résidentielle. Les panneaux solaires. Subventions aux panneaux solaires, différents programmes d'efficacité énergétique pour déplacer notre consommation en période de pointe, rabais, etc. Donc, s'il y a tout ça, moi, je pense qu'on pourra, en gros, y arriver. Mais on a un bon point ici d'Antoine. Vous parlez que l'électricité, c'est pas une grosse hausse, mais que les gens, quand même, ça les affecte. Mais c'est parce que si Antoine lui dit, c'est parce que c'est pas juste l'électricité, il faut parler aussi de l'impôt. On est les plus taxés, le panier d'épicerie qui monte. Donc, toutes les autres raisons autour font en sorte que quand on voit notre joyau au Québec, étant l'électricité d'Hydro-Québec, monter, on peut peut-être être un petit peu, fâché. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est encore une fois très légitime. Là. Le poste énergie, c'est quand même un poste important dans les dépenses d'un Québécois moyen. Mais ceci dit, on va se faire beaucoup de bien si on consomme beaucoup mieux l'électricité. Pourquoi? Parce que maintenant, on manque d'électricité. On n'est pas capable de faire face à tous les besoins. Ça veut dire des entreprises qui peuvent pas s'installer au Québec ou des entreprises d'ici qui peuvent pas agrandir leurs usines. Donc, c'est des emplois en moins. Donc, c'est de la richesse collective qu'on n'a pas. Si on libère des kilowatts de façon pérenne, de façon permanente, en consommant mieux, ben ce sont ces kilowatts-là, on va pouvoir les envoyer donc à des entreprises qui, elles, vont créer des emplois et de la richesse. Donc, je pense qu'un bon compromis à faire entre cette nécessité là, de pas trop hausser les tarifs, mais également de mieux la consommer pour le bienfait collectif. Bon, les Albertains payent 20 quelques cents du kilowattheure, 26 cents, je pense, je voyais. Nous, on paye 10. J'arrive pas autour de 9 sous. Ouais. Autour de 9 sous. J'arrive pas à comprendre comment, mettons, moi, là-bas, ça me coûterait 2,5 fois plus cher. Ben, encore une fois. Leurs maisons sont mieux isolées ou l'hydroélectricité, bon, il faut encore se le rappeler, on est vraiment chanceux et on a fait une super job avec notre hydroélectricité. Moi, je pense que c'est notre plus grande réussite collective. Mais tu sais, le Francis qui aujourd'hui, ma maison, elle me coûte, mettons, 250$ par mois, là, c'est comme une maison unifamiliale. Tu sais, je me dis, en Alberta, ça me coûterait 600$ par... Je veux dire, oui, mais c'est que l'hydroélectricité, une fois que tu as construit le barrage, ça coûte rien exploiter. Ça coûte rien, c'est pas grand-chose. Il y a presque... Si tu prends du nucléaire, ça coûte très cher le kilowattheure. En hydroélectricité, une fois que ton équipement est construit, ça coûte quasiment rien. Mais ma question, c'est du point de vue du ménage. Comment tu vis à 26 cents le kilowattheure? Le monde, ils mettent ça à 16 dans la maison? Ben, écoutez, non, mais tu c'est une bonne question. Je sais pas c'est quoi ta facture à toi, mais multipliée par 3. Non, je sais, ça doit être inimaginable pour certains mais même, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que l'Alberta. En Ontario, au Massachusetts, à New York, là, c'est 4, 5, 6 fois le kilowattheure que nous, on paye au Québec. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils sont incités à beaucoup plus économiser, à faire beaucoup plus attention à leur facture parce que ça les impacte directement. Ceci dit, eux, en général, se chauffent au gaz. Donc, les coûts d'électricité, c'est juste pour surtout l'éclairage. Et ça m'emmène sur notre deuxième partie parce que tu es un spécialiste de l'énergie, Yvan, pas juste de l'électricité. Dans l'énergie, évidemment, il y a les énergies fossiles. On n'aura pas le temps de faire la demi-heure que j'aurais voulu faire avec toi, mais il y a quand même ça, particulier en 2025, le prix du baril de pétrole a vraiment fortement diminué. Là, on est rendu, je regardais ce matin, à 55 $ le baril de West Texas. Il était à 80 quelques en début d'année. Il a été au-dessus de 100 $ pendant la pandémie. Le prix à la pompe a un peu baissé, mais là, est-ce que tu anticipes qu'en 2026, on va se ramasser avec du gaz à 1,25, 1,30? Non, mais tu sais, ça va tôt ou tard se refléter dans le prix à la pompe, j'imagine? Absolument. Il y a toujours un certain écart là, de 1 ou 2 mois là, entre la baisse des prix du pétrole puis les prix de l'essence à la pompe, mais moi, j'entrevois qu'en 2026, le prix de l'essence sera vraiment pas très élevé parce qu'il y a une surproduction actuellement. Les producteurs produisent trop de pétrole pour la demande. Donc ça, qu'est-ce que ça fait en économie 101? Ça fait baisser les prix. Donc je pense qu'en 2026, il va y avoir une baisse des prix de l'essence. Et en plus, il va y avoir des élections à mi-mandat aux États-Unis et tout président américain qui veut gagner ces élections doit avoir des prix de l'essence bas. Donc, il va y avoir une grosse pression de l'administration Trump sur les grands producteurs, dont l'Arabie Saoudite, pour s'assurer qu'on mette beaucoup de pétrole sur le marché, que les prix de l'essence soient le plus bas possible. Il y a quand même une carte intéressante là-dessus. Les États-Unis sont peut-être sur le point là, d'entrer en conflit ouvert avec le Venezuela, qui est quand même un gros... En fait, je pense que c'est les plus grosses réserves Ce sont les plus grosses, oui. Je suis surpris, parce que là, on bombarde des bateaux, il y a toutes sortes d'affaires.
les marchés sont pas très nerveux, mais si demain matin il y avait un conflit puis que il y avait une interruption de production au Venezuela, est-ce que ça pourrait faire augmenter le prix du baril? Oui, spontanément? il y a déjà eu une petite hausse là, ces dernières 24 heures. Ceci dit, à long terme, encore une fois, on est en surproduction et le Venezuela produisait 3,5 millions de barils de pétrole par jour il y a quelques années, rendu à moins d'1 million. Son principal client, c'est la Chine. Il y a un seul client ou à peu près. Il y a aussi Cuba. Donc, je pense que le marché va facilement absorber une crise qui pourrait survenir autour du Venezuela. Il va y avoir peut-être surtout de la nervosité si ça pouvait monter en escalade, mais je pense que la perte du pétrole vénézuélien, d'un coup, ça créerait une hausse des prix, mais à moyen terme, le marché est capable de l'absorber. Ça n'aura pas trop d'impact. Yvan Clich, merci beaucoup d'être passé en studio. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'en prendrai toujours 3 fois plus. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je rappelle que tu es fellow et spécialiste en énergie au Cerium. Merci d'être passé. Merci, grand plaisir. Bonne journée.